Bonjour, aujourd'hui je vais vous emmener donc à Luxor, que j'appelle une ville solaire parce qu'elle est quand même souvent placée sous l'autorité, la bénédiction, la bienveillance d'un dieu qui s'appelle Amon, qui est aussi un dieu du soleil. Je rappelle dans ma petite histoire que la ville de Luxor a été jumelée avec Versailles. Ces deux cités ont eu chacune d'elles un roi soleil, ça sera pour l'une Louis XIV, pour d'autres ça sera Ramsès II. Alors c'est une ville qui est répartie comme la plupart des villes égyptiennes sur deux rives, hein, la rive du Nil, hein, donc vous le voyez ici, hein, avec sur la rive orientale, donc les deux grands centres religieux et politiques de cette ville à l'époque pharaonique, Karnak, dont on a parlé, Luxor, et on traverse le Nil pour voir ce qui, pour les gens, dès qu'on est à l'ouest, on est dans le territoire des morts. En fin de compte, dans l'Antiquité, il y avait autant de vivants que de morts dans cette région, parce qu'on a construit plein de temples, hein, vous voyez, donc le Ramesséum, le temple Philarétie Ier. On peut voir aussi celui de Ramsès III, celui de Hatshepsut. Il y avait des ouvriers qui y vivaient. Ça, c'était toujours en construction. Et ces deux rives étaient, bien sûr, en communication avec des bacs. Aïe, aïe, aïe. Comment on fait pour réapparaître? Ah, merci. Je m'excuse. Alors voilà, on va se promener sur la rive orientale, hein. Bon, je l'appelle ça celle des palais et des temples. On va commencer par se rendre dans le temple de Karnak, qui est un immense domaine, hein, qui représente plus de 100 hectares. Les origines de Karnak, on ne les connaît pas trop. On pense que c'était déjà construit à l'Ancien Empire, donc vers 2500 avant notre ère. On n'a pas retrouvé grand-chose. La grande époque, ça commence avec le Moyen Empire, vers, si vous voulez, pour donner des dates rondes, vers moins 2000. Et puis surtout, sa période de gloire, ça sera quand les pharaons s'appelaient Hatshepsut, Toutmosis, Ramsès, Aménophis, donc entre 1500 et 1000 avant notre ère. C'est un temple qui est construit comme tous les temples, vous voyez, là c'est l'axe principal, hein. On entre par ce qu'on appelle un pylône, une salle hypostyle, puis une section de pylônes, et en fin de compte, donc, les gens n'ont pas le droit, n'avaient pas le droit, quand je dis les gens comme vous et moi, hein, qui ne sont pas prêtres, on peut stationner ici. À partir de là, on entre dans la partie religieuse, et plus on s'enfonce vers le sanctuaire, plus le plafond descend, et le ciel monte. Et comme ça, on a une focalisation sur le tabernacle, dans le naos, si vous préférez, dans lequel se tenait donc la statue de la divinité, donc en l'occurrence, c'est Amon. Et puis, on a aussi un autre axe, vous voyez, qui part ici, et qui est important parce que c'est là où, à l'occasion de très très grandes cérémonies, notamment la belle fête d'Opet, où on sortait la statue du dieu et elle se rendait comme ça, donc jusqu'à Luxor, le temple dont nous parlerons tout à l'heure. Voilà, donc là c'est une vue, bien sûr aujourd'hui il n'est plus tout à fait de la même façon, mais ça c'est une vue qui a été donc dessinée par un archéologue, puis surtout aussi un grand égyptologue, hein, Jean-Claude Golvin, qui, à la fois grâce aux travaux du Centre franco-égyptien de Karnak, qui travaille de là depuis près de 60 ans, donc a reconstitué ce qu'était donc ce temple, hein. Vous voyez, donc là, on rentrait comme ça, pardon, ici, on arrivait et ce qu'on a retrouvé, un grand bassin, qui était un débarcadère, parce que bien sûr, on rentrait dans ce temple euh, par des bateaux, souvent. Vous voyez, on a un canal avec un petit bateau, parce que c'est aussi des sortes économiques. Donc, il fallait livrer la viande, le pain, enfin, tout ce que vous voulez. Et puis, hop, on rentrait comme ça. Donc là, vous avez donc un autre axe, un autre temple, le temple de Ronsouf, c'est considérable. Et puis le temple de Montou ici. Et ce temple, donc je vous ai dit, était, lors de la fête d'Opet, était relié donc jusqu'à Luxor par deux allées de sphinx. Alors je vous en présente une, hein. Donc ces sphinx, ils ont une particularité, pardon, c'est d'être cryocéphales. Alors sous ce nom
peut-être un petit peu prétentieux, c'est de dire qu'ils sont donc à tête de bélier. C'est important parce que quand nous sommes en Égypte, hein, donc les dieux souvent apparaissent sous deux aspects, sous une forme soit totalement humaine, hein, soit sous une forme animale ou un mélange des deux, d'homme et d'animal. Et lorsque on met en évidence l'animalité donc d'Amon, on va choisir le bélier. Et c'est un bélier, vous voyez, qui est très particulier. Regardez donc ses cornes. Ces cornes, ce sont des cornes d'une race de bélier qu'on connaît encore très très loin au sud, au cœur du Soudan. Et ce bélier même vient même de très très loin, hein, très très loin à l'est, vient du pays des Dogons. Et ce qui est intéressant, c'est que ce bélier est un dieu en relation avec l'eau. Et dans un pays comme l'Égypte, l'eau est importante, et notamment au niveau de la crue. Donc d'une certaine façon, ce dieu, il est aussi le maître de la crue. Donc on a quand même intérêt à j'allais dire de manière assez triviale, se le mettre dans la poche pour éviter les sécheresses. Parce que les sécheresses, ça arrive toujours avec un cortège de famine. Enfin, on a des représentations, même des textes qui parlent de cannibalisme. Donc c'est quelque chose d'épouvantable. Et puis même aussi, lorsqu'elles sont trop violentes, eh ben, il faut s'en protéger d'ailleurs. On va revenir un petit peu pour voir la représentation. Vous voyez ce temple-là, ils sont tous systématiquement entourés d'un rempart. Et ce rempart, c'est pas parce qu'on risque d'attaquer le temple, hein. C'est tout simplement, c'est des digues qui permettent de protéger le sanctuaire des inondations trop fortes. Et ça arrivait malheureusement assez souvent. Alors, l'autre rôle de notre cher Amon, c'est un dieu de l'eau. Il va devenir le dieu dynastique, donc à partir, si vous voulez, des années 1500, avec des pharaons qui s'appellent Ahmosis et Hatshepsut notamment. Je pense que vous avez tous entendu donc parler de cette reine qui a voulu être roi, ou cette reine qui fut roi. On n'est pas tous d'accord sur l'analyse de son règne. Donc vous voyez, il a entre ses pattes une statue, en l'occurrence, là vous avez affaire à Ramsès II, donc entre ses pattes, une statue royale. C'est une manière de montrer, donc le lien filial qui les réunit, et d'ailleurs dans la titulature royale, on a souvent, donc le pharaon est toujours représenté comme le fils du roi, je suis fils d'Amon, et Hatshepsut va avoir des textes plus ou moins ambigus, soit fille d'Amon, soit fils d'Amon, et puis en même temps sous la protection. C'est-à-dire que quelque part, le roi dirige, mais celui qui est le maître de l'univers, c'est Amon. Alors, cette salle, ce temple, il a une particularité, je vous ai dit, donc c'est quand même plus de 100 hectares, j'ai plus les chiffres. L'époque de Ramsès III, c'était donc des milliers d'hectares, des milliers de centaines de troupeaux, enfin, et je ne sais plus combien d'ouvriers, mais c'est surtout, il a quelque chose de phénoménal, ce qui en fait un des particularités architecturales qui en font une des sommités donc, de l'art égyptien, c'est sa salle hypostyle. Alors, j'en ai qu'une photo, parce que j'en ai plein, mais le problème, c'est que elle est difficile de la photographier, hein, 134 colonnes. Hein. Donc, et ces colonnes, en règle générale, elles ne sont pas toutes de la même hauteur. Hein. Vous voyez ici, là, vous voyez donc les différences, là, les colonnes centrales, les colonnes latérales. Et la différence permet de dégager de les lumières. C'est-à-dire qu'on est déjà, quand on rentre dans cette salle hypostyle, on rentre dans l'espace du temple qui est réservé donc aux prêtres. Donc le constructeur de cette salle, c'est le père de Ramsès II, donc Séti Ier, et celui qui va la décorer et l'achever sera son fils, Ramsès II. Donc là aussi, j'allais dire, pas la peine de faire les présentations. Hein, ce règne, donc un des pharaons qui a écrasé, je veux dire, de sa stature, de sa personnalité, tous les autres pharaons de l'Égypte. Et pour la petite histoire, donc, ces 134 colonnes, en 1927,
il y en a 127 qui se sont écroulés. Il a fallu donc que l'archéologue français donc les reconstruise, et là on a commencé donc à comprendre en fin de compte donc les techniques de construction. Regardez à chaque malheur, donc ça fait bien les choses. Et puis donc on va passer au temple de Luxor, hein. Alors je vais un peu vite, malheureusement j'ai pas toute une semaine pour vous présenter Luxor, hein. Mais j'espère que cette promenade donc vous donnera le goût d'y aller. Donc là aussi, on va retrouver donc l'autre temple de Luxor, toujours représenté donc. Alors, j'ose pas dire l'imagination, parce que c'est quand même derrière, il y a quand même un travail scientifique remarquable, hein. Alors bien sûr, toutes ces structures en briques, hein, là, qui sont les digues, ont disparu, hein, pour la plupart, et on va donc garder tout ce qui est en dur. Vous voyez toujours très très bien donc les trois parties du temple, hein. Cour à ciel ouvert, salle hypostyle, sanctuaire, hein. Et puis toujours, bien sûr, donc l'omniprésence du Nil, à la fois l'eau et puis voie de navigation, et l'entrée par le premier pylône. Donc alors ça, c'est une vue d'un dessin qui a été fait à l'époque de Champollion, lorsque Champollion est allé en Égypte. Bon, on peut rendre hommage quand même à celui qui a déchiffré donc les hiéroglyphes. D'ailleurs, l'année prochaine, on va commémorer ce moment historique. Donc, et surtout, on voit donc ce fameux obélisque, il en manque un, l'autre est bien sûr à Paris. Voilà, donc là, on est devant donc l'entrée du pylône. Alors, on appelle ça un pylône, ça, vous voyez, c'est le problème de l'archéologie, ça c'est Champollion qui n'a pas trouvé d'autres mots, parce que bah, à l'époque, on était surtout en gros formé à l'archéologie gréco-romaine, et l'archéologie égyptienne ou orientale, elle était dans ses premiers balbutiements. Donc ces deux mots là, qui représentent, si vous voulez, d'une certaine façon, les parties de l'Égypte, désertiques de l'Égypte, hein. Et l'axe ici sera le Nil. Souvent, donc, alors sur cette face de ce pylône, vous avez donc un texte très célèbre que Ramsès II a fait graver donc sur 5 autres temples. La bataille de Kadesh, hein, on ne va pas rentrer dans le détail, savoir qui c'est qui a gagné, parce qu'on a des textes égyptiens qui disent que c'est une brillante victoire égyptienne, et les adversaires, eux aussi, ont raconté l'histoire, les Hittites, et bien sûr, c'est les Égyptiens qui sont vaincus. Donc on n'est pas très sûr du résultat. Donc à l'époque, jusqu'en 1930, hein, à peu près, 1830, pardon, on avait donc le deuxième obélisque, et ces deux obélisques, bon, pour ne pas rentrer dans les querelles, ont été offertes à la France. Une manière pour Mehmet Ali de remercier donc, le travail de Champollion, qui a quand même rendu la voie à l'Égypte pharaonique, hein. En déchiffrant les hiéroglyphes, il a fait que l'Égypte redevienne bavarde. De chaque côté, donc, vous aviez ces deux colosses. Alors c'était les deux obélisques qui ont été donc, prêtés à la France, et vu les difficultés pour en emmener un à Paris, on a préféré garder le deuxième sur place, et ce deuxième est redevenu égyptien en 1995, lorsque le président Chirac l'a rendu à ses propriétaires, les Égyptiens, et on voit ici, ses anciens propriétaires, pardon, et on voit ici donc la fin de cette allée de Sphinx. Là, c'est plus Ramsès II, c'est Nectanebo, qui est un roi de la 26e dynastie, donc qui a régné dans les années 530. Une autre vue. Alors c'est un temple important, parce que là aussi, vous voyez, c'est important chez au niveau architectural. Vous avez une magnifique salle hypostyle. Regardez ces colonnes, donc elles sont dues à Aménophis III, le père d'Akhénaton. D'ailleurs, on voit un peu l'œuvre de son fils Akhénaton. Si vous pouvez distinguer un petit peu, on voit très bien que le cartouche du père dans lequel il y a un ondamon a été martelé. C'est intéressant parce que là, on voit aussi que toute l'architecture, pardon, égyptienne, c'est du végétal pétrifié, pour montrer que c'est la création à l'œuvre. Et puis aussi, ce temple, il est important parce que tous les ans, disons au moment de la crue du Nil, se déroulait pendant 10 jours la fête d'Opet, où vous aviez donc trois barques divines, Amon, son épouse, et le rejeton, Ronsou, qui allaient
qui se rendaient à Luxor, bien sûr en tête du cortège le roi. C'était important parce que la population, elle ne voyait que au mieux de temps en temps la statue. Là, elle n'aime pas. Enfin, je veux dire, elle la voyait de loin, elle l'a perdue. Là, au moins, elle avait la vision de la statue. Donc, c'était un moment de grande joie. Et au cours de ce défilé, donc on a effectivement, vous voyez, donc des danseuses. On a aussi donc toujours, là, vous voyez les sistres, les harpes. Et puis, on va passer à la rive occidentale, c'est pas un hasard, parce que bien sûr, pendant cette fête d'Opet, c'est de là aussi où des cérémonies se rendaient sur la rive orientale. Donc voilà une vue un petit peu d'une île un petit peu romantique, hein. Donc la vallée des rois, elle est derrière, là, dans cette partie-là. Ici, vous avez donc cette montagne, vous voyez, en forme de pyramide que les Égyptiens donc appelaient la cime thébaine, et dans laquelle résidait une divinité sous forme de serpent qui était destinée donc à protéger toute cette nécropole. Là, on a la vallée des reines, derrière ça, la vallée des rois, et tout là, tout ça, c'est creusé donc de tombeaux des hauts dignitaires. Et puis à la limite, c'est derrière les palmiers, tous les temples des millions d'années. Et le premier d'entre eux, dont il ne reste plus grand-chose, c'est celui d'Amenephis III, dont je parlais tout à l'heure, le père donc d'Akhenaton, Amenephis IV, et depuis ce qui reste, parce que la plupart du temple a été réduit dans les fours à chaud, hein, pour faire de l'engrais à l'époque de Mémétalie. Je vous signale que lorsque Champollion visite, l'expression peut-être pas très heureuse, l'Égypte, hein, en 1728-1729, quand on suit ses lettres, et dans l'une d'entre elles, qui est écrite à la fin, donc on voit à peu près tout ce qu'il a vu, il y en a 70% de ce qu'il a vu qui n'existe plus. C'est dramatique. Donc ces colosses de même nom étaient chargés donc de protéger donc l'entrée des temples. Donc c'est dans la petite histoire, c'est le premier pharaon qui a osé se faire, comment dirais-je, tirer le portrait. Excusez-moi d'être un peu trivial, hein, mais en grand, hein. Ce sont des colosses qui font 27 mètres de haut. Et son véritable successeur, celui qui reprendra les mêmes principes, ça sera bien sûr Ramsès II. Donc on va commencer par le temple. Alors, souvent, vous pourrez peut-être entendre l'appellation temple funéraire. Aujourd'hui, on préfère temple des millions d'années, pour une simple raison, c'est que, bon, comme la plupart du temps, c'est des constructions donc imposantes, on va dire ça comme ça, qui nécessitent que le chantier soit ouvert du vivant du pharaon, mais une fois achevé, il commence à servir. On préfère l'appeler million d'années parce que il sert à la fois par son culte, lors du moment pendant que le pharaon est vivant, à donner perpétuellement la force au souverain à gouverner, donc d'une façon à régénérer, à perpétuer son pouvoir, et ensuite, bien sûr, lorsque le pharaon aura donc disparu, ça sera donc un temple funéraire. Donc on a toujours, vous voyez très bien que Hatshepsut était assez fine mouche, hein, c'est que c'est vraisemblablement le deuxième ou le premier temple, des millions d'années. Il est situé au pied de la cime thébaine. Elle se place comme ça, directement sous la protection de la divinité, hein, sous forme de serpent. Elle profite de l'endroit qui était déjà sacralisé depuis les années 2000 avant notre ère, hein, donc par Mentuhotep, on voit les bases du temple. Alors c'est un temple qui est, je veux dire, l'architecte, hein, le fameux Senenmut, on ne rentrera pas dans le débat de savoir si c'était son amant. Ça, on n'a pas le gala de l'époque, hein, pour le savoir. Peu importe. Par contre, c'était un architecte génial. Il va profiter, si vous voulez, donc de jouer de la verticale de la falaise, hein, entre la base et le sommet. Vous avez une bonne centaine de mètres, hein, de dénivelé, et
plaquer des verticales, hein, ce qui donne donc une sensation de progression. Donc là, les trois parties du temps, bah, vous les voyez, hein, elle est ici, puis elle est hypostyle, et on s'enfonce comme ça dans le sanctuaire. C'est un endroit qui va même changer une fois que après 1000, parce que l'Égypte est confrontée à un changement économique du Proche-Orient, tout se joue autour de la Méditerranée, donc à cette époque, Luxor, l'ancienne Thèbes, revêt surtout un rôle religieux, plus politique, hein. Cette partie-là va toujours, par contre, être sacralisée. Il y aura une volonté de se faire enterrer tout au long de cet axe. On a retrouvé un tas de tombes, donc c'est devenu un endroit sacré, et qui va être, et qui est surtout célèbre aujourd'hui pour deux, par son décor et deux faits. La première, c'est ce qu'on a appelé donc l'expédition donc au Pays Punt, hein. Alors localiser le Pays Punt, hein, on voit bien que c'est pas tout à fait, c'est pas c'est quand on regarde un petit peu, vous voyez c'est pas la steppe, hein, vu les aujourd'hui, on a tendance à localiser, si vous voulez, entre la Somalie et Djibouti, l'Érythrée et l'Éthiopie, hein. Tout simplement, c'est que c'est la grande spécialité de ce pays, c'était la production d'encens, qui est un produit essentiel. Euh, pour dire encens, enfin, alors je le prononce comme on peut le prononcer, c'est-à-dire très très mal, Senedjem, mais on voit que dans ce mot, on a Sen-Néfer, pardon. Sen-Néfer, on a Néfer et Sen. C'est ce qui rend divin. C'est un produit qui permet de communiquer avec Dieu. Donc, vous savez, les Égyptiens donc, vont en consommer donc, énormément. Voilà, vous voyez, donc là aussi, c'est la finesse de la représentation. Et en même temps, donc, on voit ces maisons perchées là, sur des bases en bois. Et puis, donc, ces fameux arbres à encens. Alors aujourd'hui, les arbres à encens, c'est pour ça qu'on localise peut-être mal, mais pas trop mal non plus. Ce fameux Pays Punt, c'est qu'il n'y a que deux endroits où on en voit. C'est quelque part au Yémen, un tout petit endroit, au Oman et en Éthiopie. Donc vous voyez, donc les arbres sont déracinés, hein, on emmène la terre avec, on va les monter donc sur des bateaux et ainsi comme ça les emmener jusqu'à Luxor, les replanter. Alors les pauvres arbres à encens, ils ont dû avoir du mal à survivre à cette expédition. On a retrouvé quelques racines, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que cette expédition, elle est assez nouvelle. Avant, les Égyptiens, bah, ils envoyaient l'armée, ils ravageaient, ils ramenaient l'encens, et puis une fois qu'on n'en avait plus, on repartait. Là, alors on emmenait forcément, bon, pas beaucoup, parce que c'est cher des expéditions. Là, ce qui est assez impressionnant, c'est la quantité donc d'encens qui a été rapporté, et puis surtout, en fin de compte, il est acheté. Donc ça, c'est quelque chose de phénoménal, et on voit très bien, donc là, hein, on est en train donc de charger l'encens. Alors on voit très bien ce que c'est que l'encens, hein. L'encens, c'est une gomme, hein, donc on extrait, donc on fait une fente dans l'arbre, et puis cette gomme va sécher, et ça fait des espèces de petits cailloux, donc ils vont être chargés sur les bateaux, et on voit très bien, je vous disais tout à l'heure, que c'était pas du pillage, on va pas reprendre les mots trop modernes, hein, mais vous voyez, sur cet autel, par terre, on voit des rouleaux, enfin des bracelets. Ben ça, c'est le paiement. En gros, tu me vends, vous voyez, vous avez le tas d'encens et puis le prix de cet encens et la représentation. Donc la photo est pas terrible, je vous l'accorde, mais cette femme, donc vraisemblablement qui souffre de enfin, d'éléphantisme, on pense que c'est la reine de Poutre, hein, tel est son nom, mais aucune autre trace historique. L'autre grand temple, donc des millions d'années, ce sera bien sûr celui donc du Ramesséum.
Donc là, vous avez ici donc une vue générale, hein. Ce sont des photos qui ont été prises par la mission française, à la fois du Louvre, des temples de Karnak, qui a été dirigée jusqu'à l'année dernière euh, par un égyptologue tellement connu que j'en ai oublié le nom, mais c'est pas par manque de respect. La première d'entre elles, celle qui a commencé dans ces chantiers, c'était Madame Desroches de Neuvlecourt. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez donc la plus petite partie du temple et puis tout autour ce qu'il y a. Donc tout autour, ce sont donc des magasins. Alors, vous voyez, ce sont des arcs et ils sont pas tout à fait, ils sont un petit peu inclinés. Ça, c'est une technique de construction qui va être adaptée à tout l'ensemble du Proche-Orient. C'est une technique de construction qui a été empruntée aux Nubiens, donc en briques. Alors là, on a trouvé une école, des fours à pain, donc tout ce qui fait donc pour faire vivre un temple. Et quand je vous disais au début de mon exposé, c'est que faut pas voir la rive des morts, comme on l'appelle pour certains, comme la rive des morts. C'est la rive des vivants. Il y a beaucoup de gens. Et puis la partie vraiment sacrée, hein. Donc on a une partie du premier pylône, la salle hypostyle, hein. Puis une partie ici, donc le temple construit par Ramsès II à sa mort. Alors Ramsès, bien sûr, c'est le temple des millions d'années de Ramsès II, et d'ailleurs Champollion, dans ses lettres, a des mots, il était frappé de stupeur, il est resté des heures à l'admirer. Et puis on retrouve aussi là cette démesure, hein, de Luxor, parce que la démesure de Luxor, vous la trouvez par les dimensions de Karnak, les colosses qu'on y trouve, et puis regardez donc cette statue donc tombée à terre sous les coups d'un tremblement de terre, vous n'avez que le buste, hein. Donc imaginez sa dimension lorsqu'elle était entière et redressée. Bien sûr, elle représente donc Ramsès II. Comme d'habitude, on a toujours, voyé ici, le cartouche gravé. Alors, oh, il y a eu beaucoup d'archéologues, ou d'aventuriers plutôt, qui avaient le désir de ramener ce bloc de pierre, entre guillemets, en Europe. Bien sûr, ils y sont jamais parvenus. C'est-à-dire, c'est des demandes des... Aujourd'hui, c'est interdit pour des raisons éthiques et avant, c'était pour des raisons donc techniques. Voilà. Alors là, on est cette partie un petit peu donc dans une cour qui donne accès donc à la salle hypostyle. Oui, c'est très bien ce que je vous disais, hein, dans un temple, hein. Vous voyez ce sol monter, hein. Donc, alors c'est difficile à voir sur une photo, mais en même temps, il faut voir aussi ce sol descendre, hein. Et cette entrée de la salle hypostyle est gardée par des types de statues, hein, qu'on appelle osiriaques, des piliers osiriaques. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, le pharaon, on va montrer sa force, donc il est torse nu, costaud, musclé, jeune, enfin, capable, donc il a la force pour diriger le monde, hein, l'Égypte, donc le monde. Là, il est quand même dans le domaine funéraire, donc il va être représenté qu'Osiris. Et Osiris, ça ne veut pas forcément dire mort. En fin de compte, Osiris, c'est surtout un dieu qui, sans faire de jeu de mots, hein, je vous ai dit, entre deux rives, entre deux eaux. C'est quelqu'un qui passe du statut de vivant au statut de mort vivant. C'est-à-dire qu'il est encore, donc de régénérescence. Donc, c'est pas un dieu mort, c'est un dieu qui est en train de redevenir vivant. Donc voilà, vous le retrouvez donc ici. Et puis un autre temple spectaculaire, c'est celui donc de Ménétabou. Ménétabou, c'est le temple donc des millions d'années qui a été construit par Ramsès III. C'est une époque un peu, c'est la fin de la gloire de Thèbes, hein. Le site, l'ancienne Thèbes, est fréquemment donc attaqué par des Bédouins. Bon, enfin, le pouvoir est faible. Les prêtres sont corrompus, les gardiens des tombes aussi, enfin, l'armée et tout. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit très très bien aussi, c'est une Égypte qui a besoin de se protéger. Regardez cette porte massive. On n'en fait plus dans l'élégance, hein. On fait dans le massif. Alors ce type de monument, on l'appelle un migdol. Migdol, c'est pas un mot égyptien, hein. C'est un mot araméen
qu'on va retrouver en hébreu aussi d'ailleurs. C'est une forteresse, hein. Ce qui est assez intéressant, c'est que bien sûr, vous voyez, vous avez deux fenêtres ici. Dans ces deux tours, il y a des escaliers par lesquels le roi pouvait se montrer à l'une de ces fenêtres. Et c'est de l'une de ces fenêtres qui, au moment des grandes cérémonies, au retour des grandes campagnes, il haranguait ses troupes et donnait les récompenses. Et ces récompenses, c'était donc, vous voyez, ces petits anneaux que je vous ai montrés tout à l'heure, ces anneaux d'or, hein, donc bien sûr donnés aux plus braves. Et c'est vrai que l'époque de Ramsès II a été marquée par les guerres, hein, notamment les guerres. Alors, avant de passer contre les guerres, on va passer par, j'allais dire, un décompte macabre. À l'issue de la bataille, donc on rassemble bien sûr les troupes, on les félicite ou alors on les admoneste. Et en même temps, après, on va passer aux choses sérieuses, on va compter les nombres de morts. Et vous voyez, donc vous avez des phallus, et puis il y a une autre scène des mains. Alors, c'est-à-dire que tout le monde se dit quelle est l'utilité déjà donc, de faire des phallus et des mains. Soyons pragmatiques, ça permet aussi de faire une double comptabilité, hein. Donc une main et un phallus, ça fait un mort. La deuxième, on n'est plus tout à fait dans le réel, mais les Égyptiens sont dans la magie, hein. C'est quand même des gens qui croient que par le verbe, on agit sur la réalité, et par la magie sur la réalité. En retirant le phallus et en amputant donc ces victimes, ils sont sûrs que ces gens ne seront plus dans la mort des ennemis de l'Égypte. Donc c'est une manière de prophylactique. Et puis les grands combats donc du règne de Ramsès III, c'est bien sûr contre les peuples de la mer. On est vers 1180 avant notre ère pour des raisons climatiques qu'on commence aujourd'hui seulement à percevoir, hein. On aperçoit qu'il y a une énorme période de sécheresse et tout d'un coup, des populations qui partent, en gros, de l'ère de la Grèce actuelle et qui partent vers l'Est, qui ravagent tout, hein. D'ailleurs, c'est un peu triste de parler de la Syrie, mais ceux qui ont pu visiter Ougarit, ben, on voit encore les traces de cendres des destructions commises donc par ces fameux peuples de la mer, hein. Peuples de la mer, c'est eux les Égyptiens qui les appellent ici, parce qu'ils sont arrivés par la mer, hein. Vous voyez très très bien donc là les bateaux, parce que là, les Égyptiens les ont expulsés alors que ces peuples de la mer étaient déjà dans les marais, hein, dans le delta du Nil. Alors, et là, pareil, la bataille navale, alors on les discerne. Attendez, je vais vous montrer un petit peu. Voilà la tête des fameux peuples de la mer, vous voyez. La même. De nouveau, donc là, bah maintenant, on est à l'issue de la bataille, hein, vous voyez, donc on leur lie les mains dans le dos, et certains vont être marqués au fer rouge comme esclaves, d'autres vraisemblablement je vous ai montré ceci parce que ce sont les Philistins. Donc, et ces Philistins, bah, ils vont être quand même assez connus dans la Bible, hein, vont être les ennemis donc, du futur royaume d'Israël, vont être vaincus donc, par David et ses Philistins. Donc, une fois qu'ils sont repoussés d'Égypte, ils vont s'installer donc autour de Gaza, qui malheureusement occupe souvent la une des journaux en ce moment pour des raisons dramatiques. Donc, et former une Pentatoque, hein, une Pentapolis, 5 villes. Voilà. Et puis alors maintenant, on passe à quelque chose de tout à fait. Donc il y a une faute d'orthographe, hein, vous m'excuserez, hein, je ne l'avais pas vue celle-là. On passe à quelque chose de tout à fait différent. C'est que vous avez donc là, on a vu toute cette machinerie destinée donc à donner force au roi, donc au pouvoir. Mais cet homme, bah, c'est un homme, il est mortel. Donc on va avoir dans toute succession de tombes. On va être dans la vallée donc des rois, qui est creusée dans la vallée qui est dominée par cette cime thébaine dont je vous ai parlé. Là, on rentre dans la tombe de Ramsès VI, hein, qui est dans une des plus belles, et nous sommes directement dans la salle du sarcophage, hein. Donc, alors, le sarcophage, vous voyez, c'est intéressant, c'est que nous,
bah, on a un grand respect, hein, on est chez un mort, on est chez un roi. Les pilleurs à l'époque, pas beaucoup, hein. Donc vous voyez ce qu'on faisait, vous voyez, vous avez des traces de brûlure, d'incendie. Ben, on faisait du feu sous le sarcophage, parce que c'est un poids énorme, hein. C'est du granit. Donc une fois qu'on le fait monter en température, et vous l'arrosez d'eau bien froide, effectivement, ça fait éclater donc la pierre et tous les textes que vous voyez là, c'est toute une représentation donc de la déesse Nout, donc du ciel et toutes les heures de la nuit, tout ce qui s'y passe, le parcours donc du soleil pendant la nuit jusqu'à sa régénération lorsqu'il va redevenir. Donc là, il est mort, il va redevenir Ré, toutes les transformations, ses victoires contre les ennemis. Et puis, donc, on est à une époque, donc je vous dis, on est vers 1100, ouais, vers 1150 avant notre ère, on est vraiment, donc c'est le chant du cygne du Nouvel Empire. Et l'une des particularités de ces tombes, c'est d'être extrêmement longue. Et vous voyez, donc, cet énorme couloir, donc, qui représente la nuit, hein, vous voyez, donc le plafond, il est bleu, des couleurs donc, du ciel pendant la nuit, hein. Ça représente le corps de la déesse Nout, hein, dans lequel, à l'intérieur duquel donc, se meut donc, le soleil, entre guillemets, mort, en état de régénération. Puis vous voyez les portes. Il y en a un, comme ça, il y en a 12. Et on arrive dans la salle du sarcophage, vous voyez très très bien donc là, les parties brûlées. Et regardez l'aspect que prend le soleil. Donc on voit des mains qui sont en train de l'expulser. Et on a surtout, vous voyez, on a quelque chose qui est important, oui, un scarabée. Et le scarabée, donc, qui est célèbre dans l'Égypte ancienne, hein, on l'appelait Répère, un Répérou, le dieu Répérou. Ça sert aussi à écrire le verbe répère, qui veut dire muter. Effectivement, on a un moment essentiel. Le soleil est en train de sortir du corps de la divinité. Il est expulsé. Donc c'est une mutation donc majeure. Donc ça, c'est vraiment des textes qui ont été étudiés d'abord par Ramsès II. Et là, on s'enfonce un petit peu dans le temps, hein, pour voir une autre tombe de pharaon, Horemheb, qui est un pharaon important, qui a régné une petite vingtaine d'années, ce qui est déjà pas mal, hein. Le pharaon Horemheb, c'est celui qui, tout du moins c'est ce qu'il nous raconte, a remis donc l'Égypte pharaonique en ordre après ce qu'on appelle l'épisode amarnien, donc Akhenaton, Toutankhamon. Et on est dans une voie de passage et on voit très très bien qu'on a encore des couleurs anciennes dans les tombes. Vous voyez, cette couleur bleue. Après Horemheb, toutes les tombes, comme celles que vous avez vues, auront des couleurs dorées. C'est l'or des dieux du soleil. Alors, c'est des tombes qui sont beaucoup. Il y a beaucoup moins de textes, hein. Il y a encore des espaces libres. Donc, on va voir là, ici, donc, le roi, hein, Horemheb, accueilli par Hathor, par Horus. Donc, ils vont l'accompagner donc, dans sa marche vers donc l'au-delà, donc l'endroit où il va vivre parmi les dieux. Et tu as encore une tombe encore un peu plus ancienne. La tombe de Thutmose III, alors là, c'est un des plus grands pharaons, hein. Il ne craint pas la comparaison avec Ramsès II. C'est une tombe il y a très peu de décors, mais vous voyez, c'est tout à fait différent. C'est que, en fin de compte, c'est un gigantesque papyrus. Et on va faire comme si c'est de l'écriture, hein. Donc on n'aura que deux couleurs, du noir et du rouge. Et là, on a un sycomore. Le sycomore, ça représente Hathor, hein. Vous l'avez vu tout à l'heure, hein. Voilà. Là, c'était son arbre, et cet arbre, très, très particulier, vous voyez, il a des mains, il allait. Donc là aussi, on a toujours cette volonté, ce sentiment de régénération. Et puis, je vous disais aussi, elle est intéressante, c'est que regardez là, on est à la 12e heure, le soleil est en train de renaître, et on revoit cette forme de scarabée. Donc ça, c'est des fameux livres des morts. Ben, il est sur un mur au lieu d'être écrit sur un papyrus. Et puis, on passe à un endroit qu'aujourd'hui on appelle toujours la vallée des reines, mais les chercheurs se posent beaucoup de questions. Parce que la plupart des morts ne sont pas des reines.
Ce sont souvent des fils royaux. Alors vous avez parmi les morts, une morte célèbre, Néfertari, on verra tout à l'heure son portrait, c'est qu'aujourd'hui, une des grandes énigmes de l'archéologie thébaine, hein, de la région, c'est de savoir où étaient enterrés les morts, les reines. On ne les a pas encore trouvées. Vous imaginez donc, ce sont donc des femmes qui ont régné 5 siècles. Hein. Donc le jour où on le découvrira, ça sera une découverte extraordinaire. Je vous ai montré cette cette photo qui n'est pas du tout spectaculaire, mais c'est une forme, on voit que quand on regarde de près, ou du moins, on voit que la vallée a été retravaillée par les Égyptiens pour lui donner une forme de vagin. Donc, et là aussi, toute cette idée, c'est que lorsque vous mettez un mort, on le met dans l'au-delà, et grâce au texte, s'opère une nouvelle naissance. Et c'est pour ça qu'on lui a donné cette forme de vagin. Et voilà, donc alors, la tombe la plus belle, si un jour vous allez à Luxor, je vous le souhaite. Aujourd'hui, la tombe de Néfertari a été réouverte. C'est pas facile de la voir. Un, c'est très cher. Et de deux, c'est bien sûr réservé à un nombre très très peu de visiteurs. Il faut vraiment se battre pour avoir les quelques billets. Mais c'est une tombe donc, exceptionnelle par la qualité. Donc là, on va voir donc, la reine hein, Néfertari, donc l'épouse, la grande épouse royale de Ramsès II, la fronde de vin, là aussi en état de prière, d'adoration à Osiris, voilà. Et puis aussi, c'est pas un jeu de dames, on appelle ça le jeu de scénette, et vraisemblablement, c'est pas simplement un jeu avec un damier, on fait bouger des jetons, c'est vraisemblablement la reine joue contre quelqu'un qu'on ne voit pas, mais qui doit être la mort. Et elle est en train de décider de son sort pour qu'elle gagne. Donc c'est assez dramatique. Voilà, de nouveau, donc un de ces magnifiques portraits. Donc cette tombe, elle a été restaurée il n'y a pas longtemps hein, par une mission donc, italienne. Elle a été rouverte et de nouveau, donc on l'a refermée et on la ouvre au compte-gouttes. Hein. Vraiment, c'est dramatique. Hein. Voilà. Et puis je vous disais, donc la part donc des locataires, entre guillemets, hein, de la vallée des Reines, ce sont des fils royaux, donc des princes héritiers. Là qu'on voit ici Ramsès II. Donc on voit ici là le fils héritier, vous voyez, on voit que c'est un fils héritier. Bon, il y a les textes, hein, mais il a une petite mèche. Donc c'est son père qui le conduit donc vis-à-vis dans l'au-delà. Donc il va présenter à toutes les divinités. Vous retrouvez bien sûr toujours l'omniprésente Hathor ici à Toum. Donc bien sûr, donc ce sont des fils qui ont été enterrés par leur père. Hein. Et puis en même temps, ben, il n'y a pas que des rois et des reines. Hein. Il y a aussi des hauts dignitaires. Alors j'ai pris des, des représentations de superbes tombes, notamment une qui me tient à cœur, c'est celle de Ména. Ména, on est à l'époque donc d'Amenophis II, au tout début du Nouvel Empire. Je vous les montre parce que là aussi, ça permet, même si on est dans le registre de la mort, on est quand même dans la vie. Donc, vous voyez la scène d'arpentage. Hein. Vous avez donc là aussi donc, les scènes de pêche. Quand même, ça rend vivant même si on est dans une tombe, donc un peu cette Égypte pharaonique. On a un peu quand même le sentiment de voir des gens vivre. Et c'est pas faux, parce que quand on regarde le décor, vous aurez toujours donc des scènes d'élevage, des scènes de semailles, des scènes d'abattage, des scènes de récolte. Toutes ces scènes, en fin de compte, préparent par la magie à ce que le mort ait toujours à manger. Je parlais d'élevage, bien sûr, comme ça il aura de la boucherie. Je parlais de semences, comme ça il aura toujours du blé et donc du pain. Là aussi, on est dans la magie. Donc, on est dans un monde qui est assez difficile à comprendre pour nous. Vous voyez ici, et puis là, un petit détail superbe. Hein, donc, ces jeunes glaneuses, là, vous voyez, donc, en train de ramasser ce qui reste. Hein, vous avez donc là aussi, et puis donc ces grands sacs. Et la maîtresse de maison, donc, qui est en adoration donc, devant son mari et devant quand même aussi Osiris.
Et on est dans une autre tombe de l'époque qui n'est pas très connue, hein, la tombe de Rerouef, qui est super, parce que ça, c'est l'un des plus grands moments des sommets de l'art égyptien. Vous voyez la qualité donc de ces danseuses, hein. Il faut être extrêmement souple pour pouvoir le faire. Donc là, vous avez Akhenaton, et sur l'autre côté, vous avez Ramesses III. C'est en gros le moment où ces deux rois ont vécu ensemble et que notamment Akhenaton déménage sa capitale, entre guillemets, à Tel El Amarna. Voilà, donc regardez donc ces mouvements, la qualité donc de la sculpture, hein, c'est bien sûr le granit qui fait ça. Et puis, on est sur la rive des morts, hein, mais on est aussi, tout ça, il a bien fallu les élever. Donc on avait un village, vous voyez ici, là, sa rue principale, toutes les maisons. Donc, et puis là, ici, des tombes, des tombes, des tombes, et puis un temple. Alors c'est un très particulier, parce que c'est bien sûr, c'est le lieu où ont vécu les ouvriers qui ont creusé, bâti les temples. Donc c'est exceptionnel. Donc en plus, ce sont des gens qui savaient lire et écrire. Et vous avez un grand puits ici. Bien sûr, lorsque le site a été abandonné, on n'apportait plus d'eau à ces ouvriers. Il a fallu qu'ils se débrouillent un peu eux-mêmes. Ils ont creusé un puits 90 mètres de profondeur et ils n'ont pas trouvé l'eau. En revanche, ce qui a été parfait, c'est que toute la bureaucratie égyptienne a déversé des multitudes, des quantités astronomiques de papyrus qui aujourd'hui nous ont permis donc de pouvoir écrire l'histoire de ces hommes et de ces femmes donc qui pendant 5 siècles ont réécrit les plus beaux livres de l'histoire de, de Thèbes. Et eux aussi, vous voyez, alors lorsqu'ils étaient en RTT, on va dire ça comme ça, ou en congé, bah, ils peignaient eux-mêmes leur tombe. Donc on va retrouver ici la fameuse Osiris, hein, Sénédjem, son épouse, devant donc des offrandes, vous voyez que là, aussi Hathor est toujours sous la forme de sycomore, le maître des lieux, Osiris, Anubis et la momification, de nouveau Osiris, et on voit très bien aussi là, on est dans le désert quand même, hein. Donc, vous voyez ces petits points donc, de sable rouge, alors même si le sable n'était pas comme ça, les Égyptiens mettaient leur tombe bien sûr dans le sable, dans des lieux qui n'étaient pas, étaient inatteignables par la crue, mais en même temps dans le désert, c'est un monde dangereux et le rouge est toujours la représentation du danger. Voilà, j'ai un peu dépassé le temps qui m'était imparti, hein. Je vous prie de bien vouloir m'en excuser. Est-ce qu'il y a eu des questions? Parce que je ne suis pas encore un spécialiste de la conférence Internet. Sans ça, en tout cas, je vous remercie d'avoir pris près d'une heure à bien vouloir m'écouter et en espérant vous voir quand même donc en Égypte. Et effectivement, là, vous avez donc trois programmes, hein, donc une croisière sur le Nil du 2 au 9 octobre, une autre du 16 au 26 mars, une Égypte, le Nil des pharaons du 6 au 17 octobre, suivi par une autre du 17 au 18 novembre, et puis un peu plus tardif, du 16 au 27 mai. Et puis aussi, c'est tellement beau que c'est un endroit où on peut y aller en famille, et Internet donc organise 2 voyages où on peut y aller en famille, de 7 à 77 ans, du 23 au 30 octobre, du 23 au 30 avril, alors 21 et 22. Et puis vous allez avoir donc les brandas culturels, hein, donc sur le jardin de Versailles le jeudi 17 juin, 14h30, et puis le programme à Toulouse, un quartier du Bouscat, du 18 juin, 14h30, et les conférences, et notamment la suite des conférences sur Bonaparte, et puis une balade architecturale à New York. Merci et peut-être à bientôt.